Et donc aujourd'hui, on va commencer à voir les notions de probabilité. Et donc d'abord, on a un ensemble qu'on note souvent par sigma, donc c'est l'univers, et donc c'est l'ensemble d'événements qu'on regarde. Par exemple, si on lance un dé, donc sigma, par exemple, si on regarde les faces de numéro 1 à 6, et donc ça, c'est l'ensemble de 1 à 6, donc qui note toutes les possibilités d'événements qu'on va avoir à la fin. Et pour un sous-ensemble, donc on a A, donc c'est un sous-ensemble d'événements qu'on a dans ce univers. Et donc on note P de A, donc c'est la probabilité d'avoir cet événement. Donc en gros, c'est la mesure de cet ensemble divisé par la mesure de tout. Mais ici, donc, si on est dans le cas discret, donc la mesure c'est quoi? C'est juste, on compte. Il y a combien d'événements qui tombent dans cet ensemble. Donc, c'est-à-dire que ici, dans le cas discret, plus précisément, c'est juste le nombre d'événements dans cet ensemble divisé par le nombre de tous les événements qu'on considère. Ok, par exemple, si on lance un dé, donc la probabilité d'avoir un numéro pair, par exemple, donc c'est 3 sur 6, parce qu'il y a 3 événements qui correspondent à un élément où on a un numéro pair si on lance un dé, donc c'est-à-dire 2, 4, 6, et divisé par le nombre de tous les événements, donc c'est de 1 jusqu'à 6. Et je crois que ça c'est déjà très intuitif, et vous avez sans doute vu ça déjà peut-être au lycée, mais ce qui est plus important, c'est la notion de événements incompatibles et indépendants. Okay. Donc on a deux événements maintenant, A et B. On dit que A et B sont incompatibles si la probabilité d'avoir A et B est égale à 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir A et B en même temps. Par exemple, ici, pair et impair sont deux événements incompatibles. Ok, parce que dès qu'on a un résultat qui est pair, et donc bien sûr, il n'est pas impair. Et on a une autre notion qui est plutôt le contraire. Donc ici, les deux éléments sont incompatibles, donc les deux éléments sont vraiment liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que si on a un, on ne peut pas avoir l'autre. Et donc il y a un lien, il y a une restriction entre ces deux éléments. Et sinon, on pourrait avoir une autre notion qui est le fait que A et B sont indépendants. C'est-à-dire que le fait d'avoir A n'empêche pas l'événement B. Ok, donc c'est-à-dire que ici, donc pour une définition mathématique, donc si la probabilité d'avoir A et B en même temps est juste égale à la probabilité d'avoir B de A fois B de B. Donc c'est la probabilité de A et B, c'est le produit de la probabilité A et B. Ok. Par exemple, si je lance 2 dés, donc A veut dire par exemple le premier dé nous donne le numéro 3, et B c'est l'événement où le deuxième dé nous donne un numéro pair. Et donc A intersection B veut dire l'événement où on a d'abord pour le premier
D, le numéro 3, et pour le deuxième D, un numéro pair. Et bien sûr, ça c'est égal à 6 sur 1 fois 1 sur 2. 1 sur 6 fois 1 sur 2, pardon. Ouais, donc c'est juste le produit de la des probabilités de ces deux événements. Ok. Donc dans l'exercice 1, donc, on va pouvoir comparer ces deux notions. Donc on voit bien que en fait, ces deux notions sont plutôt deux extrêmes, c'est-à-dire que deux événements sont incompatibles. Donc ça me dit plutôt que les deux événements sont vraiment liés l'un à l'autre et on a même une restriction très très stricte, c'est-à-dire que un empêche l'autre. Okay. Et dans notre cas, donc, ces deux éléments sont vraiment très très libres, donc il n'y a pas beaucoup de liens. Donc, dans le premier cas, on a vraiment un lien strict qui sépare les deux événements. Et pour le deuxième cas, donc c'est juste deux événements qui ne sont pas liés. Okay. Par exemple, dans l'exercice 1, vrai ou faux? Numéro 1, deux événements incompatibles sont indépendants. Si vrai, comment démontrer avec la définition mathématique? Si faux, comment donner un contre-exemple? Parce qu'il faut vraiment un contre-exemple pour montrer que quelque chose est faux. Ouais. On va voir. Un exemple? Ils sont forcément liés l'un à l'autre s'ils sont incompatibles. Puisque s'il y a le premier qui arrive, l'autre ne peut pas arriver. Ouais, c'est ça, et effectivement, parce que intuitivement, ça c'est très évident, parce qu'on a déjà dit que ce sont deux cas un peu dans deux extrêmes. Donc, deux événements sont incompatibles par la définition mathématique. Ça veut dire que P de A intersection B est égal à 0. Et donc, pour montrer que ces deux événements ne sont pas indépendants, il faut juste montrer que ça, c'est pas égal à P de A fois P de B. Et donc, il faut juste prendre deux éléments A et B qui ont pour probabilité non nulle. Et donc, dans ce cas-là, P de A fois P de B n'est pas égal à 0. Et donc, ça, c'est pas vrai. Et donc, par exemple, on prend juste un exemple simple. Donc, A, donc ça, c'est l'ensemble d'avoir un B qui nous donne un numéro pair. Et l'élément B, c'est juste le reste. Et donc, ça c'est 0, mais ça c'est 1 sur 4. Donc, ça montre que les deux éléments sont incompatibles, mais pas indépendants. Okay. Question 2. Deux éléments indépendants sont incompatibles. Je crois que c'est facile, parce que c'est vraiment le même genre de raisonnement. Parce qu'on a déjà une intuition très claire, il faut juste donner un exemple simple. Pardon. Ouais, faux. C'est vrai. Donc, il faut donner deux éléments tels que P de A intersection B est égal à P de A fois P de B, mais P intersection B n'est pas égal à 0. Donc, en fait, il faut juste prendre ça et qui a une probabilité non nulle. Ok, un exemple. En fait, je crois que j'ai déjà donné un exemple. Par exemple, si on lance 2 dés et on regarde les résultats de ces 2 dés respectivement, et donc ce sont deux événements indépendants, et donc on peut juste faire des combinaisons des résultats pour les 2 dés, et donc ça nous donne ça. Et ça, c'est pas vrai dès que on a P de A non nul et P de B non nul. Ok. Par exemple, A
Si on lance 2t, et donc dans ce cas-là, avoir le premier d égale à 0, 1 et le deuxième d égale 1, a pour probabilité 1 sur 4. Et donc ça, c'est pas égal à 0, et donc les deux, il se peut que les deux éléments on a ces deux éléments en même temps. Et 3, donc on arrive à donner une description plus précise. Oui, il y a une question. Pourquoi la probabilité que le premier dé tombe sur 1, c'est 1 sur 2? Ah oui, pardon. Oui, parce que dans la thèse, c'est toujours pair ou impair. Oui. Ah ouais. Oui, il faut le dire, oui. Tu as raison. C'est juste un dé qui a deux faces. C'est un peu... C'est plutôt une monnaie. Ok, question 3. Vrai ou faux? En fait, un autre moyen pour visualiser tout ça, donc on imagine que par exemple on a des éléments ici, par exemple A, B et C, et donc si l'intersection de deux sous-ensembles que je dessine ici est vide, ça veut dire que les deux éléments sont incompatibles, par exemple A et B. Donc il n'y a pas d'intersection, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir les deux éléments en même temps. Et donc si on a un plan comme ça veut dire que les deux éléments sont incompatibles. Mais indépendant veut dire quoi? Indépendant, donc on ne peut pas trop visualiser ici, parce qu'il faut comparer par exemple la probabilité ici de ces parties avec le produit. C'est quand même un peu difficile à dessiner le produit, mais pour voir si deux éléments sont incompatibles ou pas. Et donc un dessin comme ça peut aider. Mais pour la question 3, on a déjà gagné des intuitions et des expériences avec les deux premières questions. Et donc je crois que c'est facile à répondre juste avec les formules mathématiques. Vrai ou faux? Ouais, vrai. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, ça veut dire que P de A inter B est égal à 0 est égal à P de A fois P de B, et ça c'est possible que si P de A est égal à 0 ou P de B est égal à 0. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Parce que l'essentiel, c'est vraiment juste de comparer ces deux trucs. Parce que si on veut que R et B sont incompatibles et indépendants en même temps, et donc il faut une égalité, ça égale à ça. Et donc ça implique que P de A, soit P de A est égal à 0, soit P de B est égal à 0. Et donc on a montré ça par absurde, c'est-à-dire que si on a P de A non nul et P de B non nul, donc les deux, on ne peut jamais avoir ces deux en même temps. Ok? Ouais, très bien. Et numéro 4. Si A et B sont deux éléments indépendants, alors on a... Est-ce qu'on a la probabilité de leur réunion, non, de leur union, pardon, égale à la somme. Okay. En fait, ça, on peut aussi utiliser ce genre de dessin pour visualiser. Ok. Intuition, vrai ou faux?
vrai ou faux avec ce dessin par exemple? Faux. Un contre-exemple. P de A union B, du coup, ça vaut P de A plus P de B moins P de A inter B. Oui, exact. Ouais. En fait, avec ce dessin, c'est très clair. Donc, en fait, A union B est égal à quoi? Si on veut vraiment compter cette probabilité précisément, donc en gros, on doit mesurer cet ensemble. Mais dans le cas discret, c'est juste compter combien d'éléments on a dans cet sous-ensemble. Et sinon, dans le cas continu, on mesure par exemple la surface, l'air ou le volume d'une partie géométrique. Mais ici, c'est juste un problème de compter. Et donc, donc si on compte le nombre d'éléments dans A union B, ça c'est égal au nombre de A plus le nombre de B moins le cardinal de A intersection B. Ok. Donc ça c'est vrai si et seulement si A intersection B est vide. Ça veut dire que A et B sont incompatibles. Ok. Mais ici c'est pas le cas parce que ici on a dit que A et B sont deux éléments indépendants. Et donc dans la plupart des cas, ces deux éléments ne sont pas incompatibles. Ok. Donc ça c'est fait. En fait, ça, c'est seulement si les deux éléments sont incompatibles. Parce que c'est vraiment juste, on compare les deux formules et ça nous donne que ça c'est vrai si et seulement si la probabilité de A intersection B égale à 0, qui est précisément la définition de incompatibilité. Ok. Ok, très bien, ça a l'air facile. Exercice 2. Ouais, c'est un calcul explicite. Qui veut venir écrire? Vous pouvez venir écrire au tableau, parce que c'est pas trop difficile, j'imagine. Il faut juste un calcul pour donner le résultat.
qui a la réponse? Oui. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Mais on peut encore simplifier un peu en divisant les deux par 3. Ouais. Mais c'est correct. Ouais. Ah oui, il y a une question dans le chat. Est-ce que je peux redonner l'explication pour la 3? Donc la 3, c'est la proposition que deux éléments de probabilité non nulle et incompatibles ne sont jamais indépendants. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut juste utiliser la définition. Donc, deux éléments sont incompatibles, c'est seulement si on a ça. Et ces deux éléments sont indépendants si on a ça. Et quand B de A et B de B sont non nuls, donc P de A intersection B est forcément non nul. Parce que le produit de deux nombres réels non nuls nous donne toujours un nombre non nul. Et donc, dans ce cas-là, si on a ça, et avec P de A non nul, P de B non nul, on ne peut jamais avoir ça. Donc, deux éléments indépendants avec chaque probabilité non nulle ne sont jamais incompatibles. Ok. C'est très bien. Très bien, merci. Ouais, donc c'est exactement ça. Donc en fait, il faut juste comprendre le sujet. Donc maintenant on a un dé cubique, mais c'est pas un dé équilibré. Mais donc c'est un peu particulier dans le sens où la probabilité de chaque face est proportionnelle au numéro qu'elle porte. C'est-à-dire que par exemple si on fixe la probabilité de la face numéro 1 et on compare les probabilités pour les autres faces, on a toutes ces relations-là. Par exemple, si le numéro pour la face 2, si on regarde la face qui a le numéro 2, et donc la probabilité d'avoir cette face, c'est 2 fois la probabilité pour la face numéro 1. Donc c'est pareil pour tout ça. C'est-à-dire que pour avoir numéro 3, donc on a 3 fois la probabilité d'avoir la face numéro 1. Et donc c'est toutes ces relations qu'on a entre les probabilités de chaque face. Et donc on a fixé la probabilité de la face numéro 1 comme une unité pour faciliter le calcul. Okay. Et bien sûr, parce que dans la question, on se demande la probabilité d'avoir la face numéro 6, on peut aussi fixer P de 6 comme l'unité, et on a par exemple P de 1 égale à 1 sur 6, P de 6, et P de 2, 2 sur 6, P de 6. Donc, grosso modo, on a P de n fois P de n sur B de n égale à n sur n. Okay. Et ici, donc c'est très bien. Et donc ça, 1 veut dire quoi? 1 veut dire ça, c'est la probabilité de tous les événements. Okay. Donc ici, on a juste 6 possibilités. Donc soit on a face numéro 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Et donc ça, c'est l'espace total. Okay. Donc la probabilité de tout ça est égale à 1.
Et en fait, ici, ce qu'on compte d'abord, c'est juste la probabilité d'avoir 1, union 2, union 3, union jusqu'à 6. Et maintenant, pourquoi on peut juste traduire union par une addition? C'est par quelle condition? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, avec la notion qu'on vient de définir, ça veut dire que tous les événements sont incompatibles, pair à pair. OK. Parce que quand on a deux événements incompatibles, on peut avoir B de A union B égale à leur somme, tout simplement. OK. Donc, dans ce cas-là, parce que on voit que ces éléments sont incompatibles. Et donc, d'abord, on veut calculer leur union, et après, on peut juste tout simplement faire la somme. Donc, on calcule la somme de toutes ces probabilités-là. Et donc, ça nous donne 21 fois la probabilité de l'événement d'avoir la face numéro 1. Donc, on peut savoir B de 1 égale 1 sur 24. Et après, pour calculer B de 6, donc avec cette relation, ça nous donne 6 fois B de 1, qui est 2 sur 7. Oui, exactement. Donc ça, c'est très important, parce que pourquoi on peut faire ça? C'est par la incompatibilité. OK. OK. Très bien. Question 2.
pièce. Donc il y a juste deux résultats pour un lancer, donc pile ou face. Mais maintenant, on fait n fois ces lancers et on suppose que ces lancers sont indépendants. Et donc maintenant, c'est une hypothèse qu'on suppose déjà. Okay. Et quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois pile? Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile? Okay. Donc en fait, comment représenter un événement? Donc c'est une suite de n éléments avec chacun un donné de 0 ou 1. Donc ou pile ou face. Donc, il y a n fois la pensée. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois pile? Et donc, quels sont les éléments qui sont contenus dans cet ensemble, dans ce sous-ensemble de avoir au moins une fois pile? Par exemple, si on a pile, face, 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 face jusqu'au bout, face, et ça, c'est bien un événement dans ce sous-ensemble. Mais si on a par exemple pile, pile, et face, face, face après, donc ça, c'est aussi un résultat. Donc, il faut juste compter avec ce qu'on a vu la dernière fois, par exemple les outils de combinaison et de tout ça, de compter les choix possibles pour construire une belle série de piles face. Okay. Bien sûr, on a déjà vu qu'avec ce genre de questions de combinatoire, on peut avoir des techniques un peu différentes. Parfois, on peut regarder par exemple la partie complémentaire et parfois on peut utiliser des formules de sommation. Par exemple, le polynôme binomial de Newton. Donc, avoir au moins une fois pile. Comment compter le nombre d'événements dans ce sous-ensemble? Donc, grosso modo, comment compter le nombre de séries à n termes avec au moins un terme qui est égal à pile? Une idée? Déjà, il y a combien d'événements en tout pour toutes les possibilités? Je crois qu'on a déjà compté ça la semaine dernière. Donc pour chaque lancer, on a deux possibilités et on lance n fois. Deux exposants. Oui, exactement. Et donc, on a 2 puissance n événements pour toutes les possibilités. Par exemple, quel complémentaire pour ce sous-ensemble? Donc, si on n'a pas au moins une fois pile, ça veut dire que
Ouais, donc on n'a que deux faces. Ok. Donc c'est face, face, face. Ok. Donc ce sous-ensemble, c'est juste le complément de ce sous-ensemble-là. Ok. Donc on suppose que maintenant on est dans la situation complémentaire. Donc si on n'a pas ça, donc il n'y a qu'un seul choix qui est ça. Ok. Et cette notion-là veut dire la partie complémentaire, c'est-à-dire qu'on regarde la partie qui n'est pas dans cet ensemble. Ok. Ou parfois on peut écrire que c'est juste l'ensemble privé de cette partie. Et donc comment calculer le nombre dans cette partie? Et donc c'est facile, c'est juste la différence entre le nombre de tous les éléments moins le nombre d'événements dans cet ensemble. Et dans cet ensemble, on n'a qu'un seul élément qui est cet élément d'avoir face, face, face jusqu'au bout. Okay. Donc, avoir au moins une fois pile, c'est 2 puissance n moins 1. Okay. Donc, le cardinal de cet ensemble, c'est 2 puissance n moins 1. C'est-à-dire qu'on a quand même une très grande probabilité de tomber dans ce sous-ensemble. Pourquoi? Parce que si on regarde la partie complémentaire, c'est vraiment une partie toute petite. Okay. Et maintenant, comment calculer la probabilité? Il faut juste faire la division. Donc on compte, on mesure donc, la dimension de cet ensemble, et donc c'est juste le nombre d'éléments dans cet ensemble, divisé par le nombre de toutes les possibilités, ça nous donne 1 moins 1 sur 2 puissance n. Ok. Mais bien sûr, on peut aussi compter naïvement, c'est-à-dire que par exemple, avoir au moins une fois pile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste une union de avoir exactement une fois pile union de avoir par exemple 2 fois pile union jusqu'à avoir n fois pile. Okay. Mais tous ces sous-ensembles-là sont incompatibles. Okay? Donc, pour compter cette union, il faut juste sommer toutes les possibilités. Okay? Mais ça, c'est égal à quoi? Donc, avoir juste une fois pile dans une série à n termes. Donc, c'est juste le modèle de combinaison. Okay? Donc, c'est 1 sur n. C'est-à-dire qu'il faut choisir juste une position qui donne pile et les autres qui donnent face. Et après, 2 fois pile, donc c'est n, c'est 2 parmi n. Jusqu'à n parmi n. Ok. Mais avec le calcul qu'on a fait, en fait, on sait déjà que ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à 2 puissance n moins 1. Mais déjà, ça c'est pas vraiment une égalité facile à établir. Est-ce que quelqu'un peut me donner une démonstration pour cette égalité? Donc ça a l'air pas vraiment évident, mais avec un modèle combinatoire concret, donc ça devient facile. C'est-à-dire que par exemple, si on donne juste la définition pour ce nombre combinatoire, donc 1 parmi n, 2 parmi n, donc c'est la division avec le factoriel. Et donc on va montrer une égalité comme ça. Donc c'est bien difficile. Mais si on imagine juste un modèle concret, donc c'est juste 2 façons de compter la même chose. Donc d'un côté on a ça, et de l'autre côté on a ça. Et donc bien sûr on a une égalité, parce que c'est le nombre qu'on obtient pour le même modèle.
Donc parfois, dans la combinatoire, on a beaucoup de techniques comme ça. Mais en fait, pour montrer par exemple cette égalité, on a aussi un autre... on a aussi une autre technique, c'est-à-dire qu'on écrit 2 comme 1 plus 1, et après, on fait le développement binomial, c'est-à-dire qu'on imagine 1 comme une variable, par exemple x, et le deuxième 1 comme une variable y, et on a que par exemple x plus y puissance n égale à la somme de toutes les possibilités de combinaison des puissances de x et y telles que leur degré de puissance est égal à n. Ok. D'abord, on a une égalité comme ça. Pourquoi ça c'est vrai? C'est juste qu'après, dans le développement, il faut juste choisir dans les n termes, i terme qui contient x et n-i terme qui contient y. Et il y a combien de choix? Il y a i parmi n choix. Parce qu'il faut juste préciser quel i terme on choisit x. Et bien sûr, pour le reste, c'est y automatiquement. Et donc, on remplace juste x et y ici. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 5. Et donc, c'est exactement cette égalité qu'on a. Parce que ça, c'est juste égal à 2 puissance n. OK. Donc, même si on n'a pas pensé à regarder cette partie complémentaire, on veut juste faire une liste de toutes les possibilités qui est contenue dans cet ensemble, d'avoir au moins une fois pile. Et donc ça, c'est union distincte d'avoir exactement une fois, union 2 fois, union 3 fois, union jusqu'à n fois. Et ça nous donne juste un calcul explicite comme ça. Et avec un peu de combinatoire, on peut quand même arriver à obtenir le nombre ici. Ok. Donc il y a plusieurs façons dont on peut faire ce calcul. C'est bon. Ok. Question, il y a encore une question pour cette histoire de lancer n fois. Une pièce équilibrée n fois. Oui, vas-y. J'ai pas compris l'égalité, comment on sait que 1 parmi n plus 2 parmi n, etc., ça fait 2 puissance n moins 1. Est-ce que tu as déjà compris cette partie par exemple? Ok, ça en fait c'est juste la formule pour le développement x plus y puissance n. Donc on va montrer comment on va développer ça. Donc ça c'est un produit de n termes. Par exemple, on regarde ça. Et donc à la fin, ce qu'on veut, c'est une somme de produits. Donc en fait, ici, d'abord, c'est un produit de somme. Et après, on veut écrire ça, donc il s'appelle le développement, donc c'est une somme de produits. Donc pour chaque terme, c'est en fait juste un produit de x ou y en choisissant un des deux pour chaque terme dans ce produit ici. Ici, on a n facteurs. Et pour donner un terme ici dans la somme, il faut juste choisir soit x, soit y dans chaque facteur. Et ça donne un terme ici. Par exemple, on a x puissance n ici. Pourquoi? Donc ça correspond à quel facteur? Ça, c'est juste le terme où on a choisi x, 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 x jusqu'au bout. Et ça donne x puissance n. OK. Et aussi, on a le terme, par exemple, x, n-1, y. Ça correspond à quoi? Ça correspond
A, par exemple, on a choisi juste une fois Y et le reste X. Et on a combien de choix comme ça? On a un choix comme ça. OK? Et donc, en fait, c'est pareil. Bien sûr, on a aussi ce terme-là, mais il y en a combien? Donc, il faut compter le nombre combinatoire. Donc, c'est le nombre de combinaisons 2 parmi n. Parce qu'il faut juste dire, ouais, pour certains 2 facteurs, on choisit y, et pour le reste, on choisit x. Ok, donc c'est ça. Et jusqu'au bout, on a x puissance n. Ok, donc ça, c'est le développement binomial pour ça. Et après, on remplace juste x et y par 1 et 1, et ça donne ce résultat ici. Ouais. Donc ça, c'est une démonstration purement algébrique. Mais sinon, si on a déjà un modèle combinatoire, donc c'est plus facile. On dit juste que ouais, c'est juste, on compte la même chose. Et donc, c'est juste 2 moyens de compter la même chose. Et bien sûr, ça donne le même nombre à la fin. En fait, par exemple, pour mieux comprendre, il faut juste essayer avec des puissances plus petites. Donc, comment on fait le développement? Donc, il faut juste combiner tous les choix de x et y. Donc, on a x et aussi on a x, y et y, x. Et donc, ça, c'est 2 fois x, y. Et après, on a x au carré. Et ici, c'est pareil, on a x puissance 3, ça correspond à choisir toujours x. Mais bien sûr, par exemple, on a x au carré, y, ça correspond à x, y, x, y, x et y, x, x. Et donc, on a 3 possibilités d'avoir ça. Ouais. Du coup, dans l'exemple, c'est quoi le x et c'est quoi le y? Donc, c'est 1 et 1. X égale 1 et y égale 1. Donc ici, c'est juste qu'on prend x égale 1 et y égale 1. Donc pour le monde à gauche, on a 2 puissance n. Et ici, on a ça. Mais en fait, quand i est égal à 0, donc ce nombre est égal à 1. Donc en fait, ça, c'est plutôt 1 veut dire quoi? 1 veut dire 1, c'est juste... C'est juste une convention parce que, en fait, ici, ouais, c'est juste une convention. Si on regarde la définition de i parmi n, donc bien sûr, ça a du sens seulement si i est un nombre strictement positif, mais juste pour avoir une écriture homogène, c'est-à-dire qu'on veut une écriture sans mettre un autre terme à part. On dit que par convention, on définit 0 parmi n égale 1. Okay. En fait, ça, si tu veux, c'est vraiment 1 plus la somme de i égale 1 jusqu'à n et i parmi n. Okay. Et pourquoi ça a un sens aussi de définir 0 parmi n égale 1? Parce qu'on a déjà vu qu'on a les égalités n de t, non, t parmi n égale n moins t parmi n. Ok, donc pour définir ça, il faut juste définir ça. Et ça, c'est sûrement égal à 1. Ok. Ok, donc ça explique aussi pourquoi on a défini 0 parmi n égale 1. Du coup, 0 parmi n, on ne peut pas dire que c'est le géomètre de son pi. Ah oui, on peut aussi interpréter comme ça, oui, effectivement, oui, c'est ça. Et donc, comme ça, on peut aussi vraiment dire qu'on a un modèle combinatoire qui correspond à ce choix. Donc, c'est-à-dire qu'on ne choisit jamais cet élément, mais donc, quand même, on peut compter le nombre d'éléments qui ne contient aucun élément dans ce choix-là. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, parce que ce que j'avais en tête, c'est vraiment que, par exemple, on a déjà donné une formule pour ça. OK. Et donc, dans ce cas-là, il faut compter 0 factoriel. Et donc, pourquoi?
parce que c'est juste par la définition. Et donc ici, donc, ça a un sens de définir 0 factoriel égale à 1. Ok, donc ça explique pourquoi on a défini 0 factoriel égale à 1 aussi. Ok, parce que ici, donc ça, c'est plus facile à interpréter avec un modèle combinatoire, mais pour définir par exemple 0 factoriel, et donc ouais, dans un sens concret, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on voit qu'il faut vraiment définir 0 factoriel comme égal à 1, donc on peut avoir ce genre de formule qui marche pour tout. Okay. Ouais, très bien. Oui, ce problème lui-même n'est pas très difficile, mais c'est vraiment intéressant de voir ce genre de truc. Il y a des techniques dans le combinatoire et tout ça. Et pour la deuxième question, je crois que c'est beaucoup plus facile. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile? Et en fait, on a déjà compté ça. Ok, donc pour avoir exactement une fois pile, donc c'est juste 1 parmi n. Ok, il faut juste décider à quelle position on a pile. Ok, donc il y a n possibilités, il y a n événements d'avoir au moins une fois pile. Et donc la probabilité, c'est juste n sur 2 puissance n. Ok. Donc la probabilité de ça, c'est juste n sur 2 puissance n. Donc n, c'est le cardinal de cet ensemble, d'avoir exactement une fois pile. Et 2 sur n, 2 puissance n, c'est le nombre de tous les événements. Ok, très bien. Il y a des questions? D'accord. Ok, sinon on va regarder la question 3.
Maintenant, on a 3 questions à répondre. Il y a juste 2 possibilités pour chaque réponse, parce qu'il y a juste 2 options. Ouais, il y a juste 2 choix pour chaque question. Et donc, soit on est correct, soit on n'est pas correct. Et ces 2 éléments ont la même possibilité, parce qu'on a juste 2 choix. Et pour réussir, il faut avoir au moins 2 corrects. Ok. Donc, par exemple, on peut avoir ensemble correct, correct. Les 3 questions correctes, ou les premières 2 questions correctes, sauf la 3e, ou sauf le 2e, ou sauf le 1er. Okay. Est-ce que ça, c'est déjà la liste complète pour réussir? Est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités? Donc ça veut dire correct. Ça veut dire qu'on n'a pas de point. Est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités? Non. Oui, exact, effectivement. Et donc ça, c'est exactement l'ensemble de tous les événements dans cet ensemble dit réussir l'examen. Donc ça veut dire juste, ouais, donc c'est réussir l'examen. Il y a 4 chances sur 8 de réussir. Oui, effectivement. Donc, la probabilité, c'est juste le cardinal de cet ensemble divisé par le nombre. Donc, c'est 2 puissance 3, qui est le nombre total de possibilités qu'on peut avoir en choisissant soit une réponse ou l'autre pour chaque question. Okay. Donc, on a quand même une très grande probabilité de réussir l'examen aussi, même si on fait vraiment des choix par hasard. Ok, donc ça c'est vraiment une question facile. Oui, je crois qu'il n'y a pas trop de choses à raconter sur ça. Sinon l'exercice 3 est beaucoup plus intéressant. Si vous avez fini ça, je vous invite à lire l'exercice 3 et faire le calcul.
Ok, on va d'abord regarder ce tableau. En fait, ça, c'est vraiment une question très, très intéressante. C'est très, très à la mode. Maintenant, dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple appliquée à la médecine. Ça, c'est aussi lié à, par exemple, la bioinformatique. Et donc, on utilise vraiment des jeux de données de grande dimension pour détecter, par exemple, si on a une maladie ou pas. Donc, il faut regarder les données et, par exemple, ça nous donne un chiffre et il faut comparer ce chiffre avec un seuil. Et donc, comment choisir ce seuil pour donner une réponse négative ou positive? Okay. Par exemple, maintenant, imagine qu'on teste juste un truc avec un prélèvement et après on voit que pour des cas typiques, négatifs, c'est ici. Disons, ça c'est des cas typiquement négatifs et typiquement positifs. Et oui, bien sûr, il y a aussi des cas où ce truc, donc le numéro, le montant, le volume de ce truc varie entre ces deux. Donc il faut choisir une seuil. Il faut choisir un seuil pour donner une réponse de négative ou positive. Et c'est pour ça qu'on contrôle la spécificité et la sensibilité. Ok, donc dans cet exemple-là, par exemple, si on a négatif, donc on est vraiment négatif et le test est négatif, et donc ça s'appelle la sensibilité à 99%. Et donc si on veut compléter ce tableau, donc ça c'est juste 1%. C'est-à-dire que si on est vraiment négatif, mais avec un test positif, on a juste une probabilité de 1% comme erreur. Mais si on est vraiment positif, avec un tel test, on a une probabilité de 95% d'avoir un test positif aussi. Donc ici, c'est 5%. Ok. En fait, donc, c'est les mêmes paramètres qui sont définis par ce seuil. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ici, le seuil est plutôt vers ce côté, vers le positif ou vers ce côté négatif? C'est-à-dire que maintenant, on a un seuil grand ou petit dans ce jauge-là. Parce qu'on peut vraiment choisir ça. Okay. C'est nous qui avons fixé ce seuil pour avoir un tableau avec ce genre de probabilité. Parce que, en fait, ça dépend de notre but. Ici, dans ce genre de test, on veut plutôt que un faux positif. Non, on veut plutôt que. On préfère un faux positif qu'un faux négatif. Ok. Donc, en fait, ici, on a choisi, disons, un seuil plutôt ici. Donc, c'est-à-dire qu'on veut qu'une fois au moins, on a le moindre d'indication pour un cas positif, on dit que ouais, ça c'est positif. Ouais, parce que c'est-à-dire que donc, on te donne des alertes et après peut-être tu vas aussi faire d'autres tests et tout ça. Et donc ici, la seuil est plutôt ici. Donc ça correspond à ça. Okay. Et par exemple, si dans une autre situation, c'est pas trop grave d'avoir des gens qui sont positifs, mais on veut vraiment savoir tous les gens qui sont négatifs. Et donc il faut faire bouger le seuil vraiment vers ce côté. Et donc, juste avec ce contrôle de seuil, on peut avoir une courbe qui s'appelle courbe ROC, donc qui compare la spécificité et la sensibilité. Parce qu'on voit qu'en fait, ici, ce qu'on veut, c'est que la spécificité est plus petite que la sensibilité. Okay. Donc, on a une courbe qui est en dessus de la diagonale. Okay.
Et sur la diagonale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme juste on lance une pièce équilibrée, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est juste, c'est vraiment, c'est juste au hasard, quoi. Ok, donc on veut une courbe qui est comme ça. Mais comment fixer ça? Donc quand on fait bouger ce seuil, on peut avoir des courbes différentes, donc qui changent la spécificité et la sensibilité, juste en bougeant ce seuil. Okay. Et donc en fait, c'est vraiment avec le même genre de modèle et de test, c'est notre choix pour fixer un seuil pour avoir le taux de spécificité et sensibilité comme ça. Okay. Parce que c'est vraiment, ça dépend de notre but. Ouais. On peut aussi choisir par exemple ça 85% pour négatif et 99% pour positif. Okay. Voilà, ça c'est l'histoire pour ce genre de test. Donc c'est vraiment à la mode maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font le traitement de données pour les données médicaux. Et donc, comment on calcule ça dans cet exemple? Okay. Donc, on a déjà vu qu'on a ce tableau-là. Et quelle est la probabilité d'être porteur du virus si on a un test positif? Ouais. Ouais, tu l'écris, ouais, très bien, ouais, bien. Ouais. Ici, en fait, ouais, on peut utiliser les notations de probabilité conditionnelle. Ok, en fait, la question n'est pas très précise. Je veux juste préciser un peu ça parce que quelle est la probabilité d'être porteur du virus si on a un test négatif? Mais donc on se demande, ben, c'est pas juste ça, non? C'est-à-dire que parce qu'il a déjà dit que si on est porteur du virus, on a 85% de chance d'avoir un test positif. Mais en fait, ça, c'est. Donc, si vous avez regardé la notion de probabilité conditionnée, on a B de A conditionné B et P de B conditionné A. C'est-à-dire que les deux probabilités sont différentes. C'est-à-dire que si je suis porteur et j'ai un test positif, ça c'est différent que j'ai un test positif et je veux savoir si je suis porteur ou pas. Okay. Et en fait, il y a une formule qui relie ces deux probabilités, donc c'est le théorème de Bayes. Et oui, très bien. En fait, ici, on voit bien la condition, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux probabilités conditionnées. Déjà, on a ce qu'on appelle la probabilité a priori, donc c'est que si on ne sait pas du tout si on est porteur ou pas, donc il faut juste regarder le nombre de porteurs dans la population. Donc ici, on a supposé qu'on est dans une situation avec juste 600% de porteurs.
Après, je sais pas comment l'écrire, mais en gros, j'ai juste fait quand on a le combo plus et porteur, c'est la même probabilité si on multiplie 6 fois 95 et 6 64 fois ça. Oui, mais écris-le. Donc c'est juste, ouais, mais très bien. Donc, en fait, ouais. Donc, en fait, c'est ici, on peut, par exemple, on peut introduire des notions de... Donc ça, c'est... Donc, ce symbole veut dire être porteur, c'est ça? Ok. Enfin, non, ça c'est être positif. Être positif, ok. Être positif. Et ça, c'est... Positif. Ok, oh, c'est positif. Oui, exactement. Oui. Très bien. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu as écrit, par exemple? Donc ici, on voit que donc ça, c'est la situation. On compare d'abord si on est porteur ou pas, et après, on regarde les tests. Et ici, c'est d'abord les tests, et on veut savoir si on est porteur ou pas. Oui. Et donc, comment tu as fait le calcul? C'est juste les données de l'énoncé. Oui. Du coup, on retranscrit sous forme d'arbre. Après, Oui. du coup, on est positif soit si on est porteur et positif, soit si on est non porteur et positif. Oui. Donc, la probabilité d'être positif, c'est cette probabilité plus CA. Oui. Du coup, 6% fois 95% Oui. plus 94% fois 1%. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir un test positif. Oui. Du coup, ça donne 6,64. Ensuite, j'ai fait 1 moins ça, donc c'est la probabilité négative. Oui, effectivement. Et ensuite, la probabilité d'être porteur et positif, c'est la même dans les deux cas. Oui. Ça fois ça Oui. est égal à ça fois ça. Oui, c'est ça. Et après, il faut... Et pareil pour en bas. Oui, mais après, en fait, par exemple, ici, pour calculer ça, donc on a utilisé vraiment ce proba. Donc en fait, ça veut dire quoi? Donc ça, en fait, c'est plutôt une division sur 6,64%. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est cette formule. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Mais je vais juste expliquer un peu ça. Donc, en fait,
ici, la question, c'est plutôt une probabilité conditionnée. C'est-à-dire que maintenant, on sait déjà qu'on a un test positif et quelle est la probabilité d'être porteur. Et par la définition, c'est la probabilité d'être à la fois porteur et avoir un test positif sur la probabilité d'avoir un test positif. Ok. Parce que imaginez déjà que si on n'a pas d'information du tout, donc les deux probabilités sont quand même très très petites. Donc il n'est pas très probable qu'on a un test positif et il est non plus probable qu'on est porteur et avoir un test négatif. Positif, pardon. Mais ici, la question c'est, on sait déjà qu'on a un test positif. Et donc, comment on élimine cet effet que la probabilité d'avoir un test positif est déjà très petite et donc il faut faire la division. Et donc ça, c'est la définition d'une probabilité conditionnée. Et donc c'est exactement ça on veut calculer dans la question, en fait. Okay. Donc ça, c'est la probabilité conditionnée, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation positive et on veut savoir, un test positif, et on veut savoir si on est porteur ou pas. Ok. Et donc, bien sûr, il faut calculer les deux, c'est-à-dire qu'il faut calculer la probabilité d'avoir un test positif et aussi la probabilité d'être porteur et avoir un test positif. Et après, on fait la division. Et comment calculer ces deux probabilités? Et donc, c'est très bien montré. Donc, votre camarade a utilisé un arbre. Et voilà, pour calculer, par exemple, cette feuille dans cet arbre-là, donc c'est le produit de ces deux probabilités. Et ici, c'est pareil, on fait le produit, on fait le produit, on fait le produit. Et après, on somme les cas qui nous intéressent. Par exemple, le cas d'avoir un test positif, et donc ce sont ces deux cas. Et donc, on fait le calcul. Et donc, d'abord, c'est test positif porteur et test positif non porteur. Et ça nous donne le dénominateur ici. Okay. Et après, il faut calculer ce truc-là. Et donc, c'est ici. Donc, c'est plutôt ici avant de faire la division. Et après, quelle est la probabilité conditionnée? C'est avec une division. Okay. Et bien sûr, symétriquement, c'est pareil pour l'autre. En fait, avec un peu de mathématiques, on peut savoir le sens de ces chiffres d'une manière plus précise. Et donc, si on dit que ouais, on a un test vraiment très très efficace, donc les deux montent jusqu'à plus de 95% pour la spécificité, la sensibilité, mais quand même, si on est tombé dans un test positif, ça montre que la probabilité ne remonte pas autant que ce qu'on a annoncé juste pour la spécificité et la sensibilité, quoi. Et en fait, ici, ce sont déjà des taux très très grands. Mais si pour des mauvais tests, par exemple, si on a juste genre 80%, ouais, on a l'impression que ouais, c'est quand même un peu efficace. Mais si on fait le même calcul, et ça peut être ici jusqu'à un peu plus que le choix au hasard, c'est-à-dire par exemple 60%, quoi. 60% veut dire juste un peu plus que le choix au hasard de 50%. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ce genre d'histoire pour mieux comprendre comment modéliser ce genre de test. Et c'est aussi un sujet très très intéressant. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Sinon, bon courage pour le CC2 en ligne et on se voit la semaine prochaine.